Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler dermatologie. Effectivement, j'avais envie de vous parler un petit peu plus précisément de c'est quoi vivre avec une maladie dermatologique chronique et plus particulièrement en période de masque. Parce que j'avais partagé sur les réseaux sociaux comme quoi j'étais de nouveau en crise. Alors là, ça va beaucoup mieux. Mais ça m'a donné envie d'enregistrer cette vidéo parce que très souvent, lorsqu'il s'agit de problèmes dermatologiques, on balaye un petit peu ça de la main en disant que c'est juste de l'esthétisme et finalement que c'est pas très grave. Alors que, en tant que psychologue, parce que je suis aussi psychologue à la ville, je suis pas du tout d'accord parce que la manière dont la peau se comporte, ça a un impact direct sur comment on se sent. Et d'avoir une maladie dermato-chronique, c'est pas simple. Alors effectivement, la dermatite périorale, c'est pas quelque chose de très grave, de très invalidant, mais ce n'est pas rien non plus. Et en fait, il y a de ça juste à mon retour des vacances. Donc je suis partie sur la dernière quinzaine d'août. Ça allait super. J'étais un petit peu au milieu de nulle part en Provence, donc j'ai très peu porté le masque. J'avais une voiture, donc pas de métro, pas de bus, donc pas de masque tout simplement. Et je ne portais le masque que quand c'était dans des endroits obligatoires ou quand il y avait trop de monde. Du coup, ma peau s'est très bien soignée. Comme je le disais dans mes autres vidéos, la dermatite périorale, c'est une inflammation généralement autour de la bouche et des yeux qui va être souvent confondue avec de l'eczéma, du psoriasis, voire même de l'acné, mais ça n'a rien à voir. Je vous montrerai des photos de mon menton en période de crise, comme ça vous pourrez davantage voir, saisir l'horreur et peut-être les médecins qui n'arrivent pas à vous diagnostiquer pour vous orienter vers le traitement juste pour vous. Donc en fait, j'étais en vacances, j'ai très peu porté le masque, je vivais ma meilleure vie. C'était super, ma peau s'est vraiment bien soignée, toute l'inflammation s'était résorbée. Et en fait, à mon retour en région parisienne, où je suis obligée de porter davantage le masque, que ça soit dans le milieu professionnel, puisque je travaille un petit peu à l'hôpital et le reste à mon compte, et il y a les transports en commun, etc. Je suis davantage amenée à porter le masque. Et au bout de quelques jours, ça a été la débandade. Je sais même pas si cette expression on l'utilise encore, mais bon, c'est l'expression qui match le profond désarroi dans lequel j'étais. Donc en fait, en quelques jours, l'inflammation, elle a complètement explosé. Donc j'avais des boutons, des grappes de boutons vraiment partout ici. Enfin, vous verrez les photos. Alors c'est vraiment pas du tout des photos à mon avantage, puisque j'avais fait ces photos-là pour mon dermato. Et c'était vraiment très enflammé, très rouge, très douloureux. J'avais beau faire ma routine période de crise, ça n'arrivait pas à kicker l'inflammation. Donc je n'utilisais plus de produits cosmétiques dans le sens soins, skincare, pas d'hydratation, etc. Je lavais juste ma peau au minimum comme le dermato me disait. Enfin, m'avait conseillé il y a quelques années, et c'est toujours à peu près la même routine que j'entretiens. Et pas d'hydratation, et la seule chose que je faisais, c'est que je camouflais légèrement toutes ces rougeurs, tous ces boutons par un petit peu de poudre compacte. Donc le maquillage m'aidait un petit peu à avoir un visage plus harmonieux, on va dire. Mais malgré tout, l'inflammation ne se calmait pas. J'avais beau dormir toute la nuit avec des compresses de thé noir, rien n'y faisait. Évidemment, je n'ai pas utilisé de titrer, etc. parce que je trouve que sur moi ça ne fonctionne pas, c'est trop violent, trop fort pour m'aider avec l'inflammation, parce que beaucoup de personnes m'écrivent encore aujourd'hui sur la DPO, que ce soit via Instagram, Facebook ou même sur le mail auquel est lié le blog. Donc généralement je prends le temps de répondre, je prends le temps de vous donner des conseils. Souvent on me demande mon avis sur l'huile de chanvre et l'huile essentielle de titri. Personnellement, je n'ai jamais utilisé l'huile de chanvre sur le visage pour traiter la DPO. Alors certaines disent que ça marche. Personnellement, je fais le choix de ne pas utiliser d'huile sur mon visage de manière générale, parce que même si on dit qu'une huile n'est pas occlusive,
c'est quand même un corps gras et en fait la peau en cas de DPO a davantage besoin de s'assécher. Donc en fait, voilà. Quand je suis allée voir mon dermato, j'étais en pas bien, vraiment pas bien. Et du coup, comme là, la DPO, la dermatite périorale était vraiment dans un état de crise massif que je n'avais pas eu depuis finalement ma première crise de 2016, il m'a represcrit un antibio. Alors comme je l'ai dit, il n'y a pas d'antibio dédié à la dermatite périorale, mais il y a des antibiotiques qui peuvent aider sur les symptômes, donc notamment le côté inflammatoire. Moi, ce qui m'a été prescrit, c'est la tolexine en 100 mg. Donc je pense que c'est un antibiotique qui est sous ordonnance. Et voilà, c'était pour quelques jours et il m'en a prescrit un petit peu plus pour que je l'ai au cas où si j'avais à nouveau une crise. Pourquoi la crise a été assez massive? C'est notamment à cause du masque. Tout simplement que dans le cas de la dermatite périorale, comme je le disais, en fait la peau a besoin de rester le plus à sec possible. Plus tu vas hydrater ta peau quand tu as la dermatite périorale, plus tu vas faire des inflammations. En fait, c'est un rejet des cosmétiques parce que tu déséquilibres un peu trop ta microbiote, ton corps va réagir de manière inflammatoire. Donc en fait le problème du masque, je suis pas une anti-masque, hein, effectivement ça peut avoir son sens en ce moment, même si bon, voilà, c'est pas le débat de la vidéo, bref. Le problème du masque quand tu as la dermatite périorale, c'est que effectivement comme on respire et qu'on expire dans un endroit clos, hein, donc le masque, hein, puisque c'est censé couvrir toute la zone nasale et buccale, l'humidité reste dans le masque. Et plus l'humidité va rester sur ta peau quand tu as la dermatite périorale, plus il y a de risques que l'inflammation s'enclenche. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. À mon retour de vacances, j'ai été beaucoup plus amenée à porter le masque. Et pas de bol, ça n'a pas loupé, ma peau n'a pas supporté et voilà. Donc en fait, pour le boulot, j'ai ces masques chirurgicaux et sinon j'essaye davantage d'utiliser les masques en tissu parce qu'on en jette énormément des masques chirurgicaux, donc c'est un petit peu un désastre écologique en ce moment. En fait là j'ai reçu cette semaine, je les ai commandés, ce sont des masques en soie parce que je pense que le problème, que ça soit chirurgical ou masque en tissu, alors ils sont très bien, ils sont règle AFNOR aussi, mais ils sont très épais et assez rugueux finalement sur la peau et je pense que ça n'aide pas dans le cas de la dermatite périorale. Du coup déjà la soie, j'ai l'impression de un petit peu mieux respirer et surtout c'est beaucoup plus léger sur la peau, donc je pense que ça maintient, alors j'ai pas assez de recul, hein, ça fait 15 jours que je les mets, mais je pense que ça retient un petit peu moins l'humidité, en tout cas je l'espère. Donc voilà, j'ai acheté ça pour tester, j'en ai pris 3 histoire de faire un roulement. Et puis bon, tant qu'à faire, c'est un petit peu plus joli. Je vous dirai peut-être via les réseaux sociaux comment je me positionne par rapport à ces masques en soie. Effectivement, comme porter le masque, ça n'aide pas la DPO, dès que je peux l'enlever, je l'enlève. Par exemple, quand je suis à mon bureau seule et que je peux faire un courant d'air, bon là la météo ne s'y prête plus mais j'essaye de ne pas porter le masque. Dans la rue, même si à Paris c'est obligatoire, je dois avouer quand je suis vraiment seule ou vraiment il n'y a personne, j'essaye de retirer un petit peu le masque pour laisser ma peau respirer. Et c'est vrai que j'avais même demandé à mon généraliste s'il pouvait faire une ordonnance par rapport au non-port du masque. Voilà, pas dans le métro, mais dans les zones entre guillemets ouvertes. C'est vrai qu'ils sont tellement contrôlés, les médecins généralistes, par rapport à cette histoire d'ordonnance pour ne pas porter le masque, que finalement une maladie chronique dermatologique, ça compte pas. Donc ça fout un peu les boules, je dois vous dire, parce que c'est quand même pas hyper agréable de souffrir de ça. Alors c'est sûr que c'est pas une maladie, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement invalidante, mais effectivement, comme je le disais dans l'introduction, le fait d'avoir une maladie dermatologique chronique, c'est souvent un petit peu balayé du revers de la main. On se dit que finalement voilà, c'est majoritairement esthétique ou de confort, mais on ne se rend pas compte qu'il y a un réel impact à la fois social et psychologique de cette maladie ou autre maladie, que ce soit l'acné, le psoriasis, l'eczéma. En fait, ce qui est difficile, c'est d'avoir son corps marqué
par une maladie. Et ça peut être aussi une situation de handicap, le cancer, le fait d'avoir perdu ses cheveux, enfin bon, il y a plein de situations en fait, ça a un impact direct sur l'image de soi et aussi sur comment on interprète le regard des autres parce que effectivement dans notre société d'image où on nous bassine et où on nous martèle continuellement des images assez parfaites, même si sur Instagram il y a des mouvements Instagram vs reality, où il y a un mouvement un petit peu plus qui va vers l'authenticité, etc. Le fait d'avoir sa peau marquée de boutons, ça reste encore quelque chose de difficile. Combien d'ados se font appeler calculette ou je ne sais quoi au lycée ou au collège quand on a des boutons. Et c'est vrai que avoir des boutons, c'est souvent associé au fait d'être sale, alors que ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, il faut savoir que sur notre peau, on a énormément de bactéries, de champignons, comme dans notre intestin. Voilà, comme je le disais, c'est une microbiote. En fait, c'est un environnement où globalement, toutes ces bactéries, tous ces champignons sont censés trouver un équilibre pour protéger, pour faire, parce que la peau, c'est un organe, c'est censé faire une barrière, vu qu'on parle des gestes barrières, avec le monde extérieur. Donc c'est ce qui finalement nous protège, voilà, les organes, les muscles, etc. Bah, on aimerait que cette peau soit la plus lisse, la plus jolie, etc. Et c'est vrai que ça vient quand même majoritairement des médias où on ne voit que majoritairement, comme je disais, des peaux lisses. C'est un petit peu le but ultime d'avoir la peau jeune, sans rides, sans poils, sans boutons, etc. La réalité, elle est tout autre. Et donc c'est vrai que de vivre avec une maladie dermatochronique, alors déjà quand on te l'a diagnostiqué c'est bien, parce que moi j'ai eu 3 ou 4 mois d'errance médicale où on se trompait, on me disait oui vous avez ça, on m'a fait prendre des trucs qui n'avaient aucun intérêt. Donc déjà quand tu es diagnostiqué c'est un premier point parce qu'au moins tu peux mettre un mot sur ce que tu as, déjà c'est une avancée, mais quand tu es dans le moment de l'errance médicale, souvent on te dit c'est dans ta tête, oui vous avez une mauvaise hygiène de vie, etc. Bon, ça c'est extrêmement insécurisant et aussi ça fait perdre beaucoup de confiance en soi parce que voilà, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas... voilà, on ne nous croit pas tout simplement. Ça va venir vraiment fragiliser notre base intérieure de comment on se sent, comment on peut affronter le monde. Et donc voilà, ça a des répercussions sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et sur la confiance, au-delà de la confiance en soi générale, mais la confiance en son corps. Par exemple, de se dire je vais pas être en capacité de me faire des amis, je vais peut-être pas être en capacité de séduire, etc. Donc ça a vraiment un impact assez global dans la vie, surtout quand, par exemple dans mon cas, les boutons se voient. C'est sur le visage, c'est même pas, tu peux pas voilà, mettre un pull et le cacher, enfin voilà, c'est vraiment à la vue de tous. Et c'est en ça que c'est difficile. Alors ça c'est le fait d'avoir une maladie, notamment dermatologique. Le fait que ça soit chronique, ça amène forcément de la répétition. Ce risque que la maladie peut réémerger, peut se remanifester. Et effectivement, depuis 2016 que j'ai déclaré cette DPO, elle s'est remanifestée. Alors pas dans des états de crise comme ça a été comme ça a été en 2016 où j'en avais vraiment sur tout le visage, les yeux, enfin bref c'était extrêmement difficile. À part là du coup à la rentrée de septembre où j'ai eu cet épisode un peu massif au niveau du menton, j'avais eu des petits épisodes, c'était resté vraiment sous contrôle, mais du coup l'impact que ça a dans ta vie c'est déjà, enfin moi personnellement je ressens énormément de frustration. Parce que je me dis, j'essaye et je pense faire le maximum attention, mais parfois, sans vraiment comprendre pourquoi, bam, ça se remanifeste. Cette frustration de, oui, je fais quand même les choses bien, je fais de mon mieux, et ça suffit pas. Ce côté très frustrant de ne pas y arriver finalement, ça peut être extrêmement angoissant finalement de se dire, je vais me traîner ça littéralement toute ma vie. Et encore une fois, je le répète, alors je ne souhaite pas minimiser non plus cette condition de peau, mais par rapport à quelqu'un qui est séropositif ou qui a le cancer ou qui a, je sais pas, une intolérance alimentaire, on n'est pas sur le même niveau de désagrément. Mais voilà, c'est le fait qu'on soit dans un contexte de répétition,
c'est insécurisant parce que ça demande un état de vigilance perpétuelle. Tu dois toujours faire attention. Il n'y a pas un moment où je peux me dire ouais, pump it up, je vais me refaire une routine skincare comme j'avais l'habitude, gommage, masque, huile, machin et tout, parce que je sais que si je refais ça, c'est mort en fait, même une fois. Je veux dire, voilà, juste à la fin de mes vacances où la DPO commençait à se remanifester, j'avais réservé, enfin j'avais acheté via Beauté Privée un soin du visage. Bon, je suis quand même allée le faire parce qu'il fallait que je le fasse, j'avais mon bon à utiliser et je pense que ça a même empiré les choses parce que voilà, j'ai expliqué le fonctionnement de la DPO à l'esthéticienne, même si c'était des produits naturels qui ne m'a pas du tout convenu. Parce que je crois qu'elle a utilisé du miel. Alors en soi, le miel c'est un super produit, c'est cicatrisant, c'est apaisant, etc. Mais je pense que dans le cas de la DPO, c'est à ne pas utiliser. Autant je peux utiliser le miel sur des cicatrices ou même j'ai vu que ça fonctionnait très bien sur les boutons de fièvre. J'en ai fait peut-être un ou deux il y a quelques années. Et j'avais fait une petite recette que j'ai partagée justement sur le blog. Miel et notamment l'huile essentielle de titri, ça les met KO en 2 secondes. Enfin, c'est trop efficace. Mais du coup, pour la DPO, le miel, je pense que c'est à proscrire littéralement. Donc ça amène beaucoup de frustration, ça amène cette insécurité que je dois faire avec et je dois être vigilante ou vigilant tout le temps. Du coup, ça amène aussi une transformation de l'image qu'on peut avoir de soi. En fait, ça challenge réellement notre confiance en nous, comment on se voit et comment on essaye de ne pas juste se réduire à la maladie parce qu'on peut être très vite, entre guillemets, tenté de se dire bon c'est bon, c'est mort, j'aurai tout le temps ça. Deux façons de faire avec, la façon je porte ma croix, c'est lourd, c'est négatif, etc. Ça c'est une option qui n'est pas forcément, j'ai envie de dire, la solution la plus juste pour nous parce que finalement on va dégrader notre confiance en nous, notre image de nous et on va finalement rester dans un état assez négatif versus, voilà, ça fait partie de moi mais ça ne me définit pas. Et c'est vrai que moi j'essaye d'être plutôt sur ce versant-là, effectivement j'ai cette maladie chronique, j'essaye de la gérer au mieux. Il y a des moments de crise, il y a des moments qui sont vachement moins sympas, mais juste pour la petite anecdote, c'était au mois d'août, j'ai eu genre un date. C'était le moment où il faisait vraiment super chaud à Paris et j'avais dit à mon date, moi je vais à la piscine, donc soit tu viens avec moi et on se voit, soit c'est mort en fait parce qu'il était hors de question vu la chaleur qu'il faisait à Paris. C'était juste pas possible. Si j'étais sortie en vêtements dans la rue, je me serais liquéfiée en 30 secondes. Donc, mais c'était aussi prendre un risque parce que la piscine ça veut dire que tu es vraiment mais vraiment au naturel, donc j'avais pas de make-up, je m'étais pas spécialement coiffée, enfin j'avais pas fait genre mes boucles parce que je me suis dit ça sert à rien, je vais aller dans l'eau tu vois. Et c'est aussi finalement exposer son corps de manière un petit peu plus rapide que dans un date classique, on va dire. Là tu fais ton date à la piscine, donc on est tous les deux en maillot, bon au moins on est sur un pied d'égalité. Voilà, c'est aussi toutes ces questions, comment l'autre va percevoir ses boutons, est-ce qu'il va penser que c'est dégueulasse, est-ce qu'il va me trouver moche, est-ce qu'il va se demander voilà c'est quoi, est-ce que c'est contagieux, enfin bref, toutes ces questions qu'on peut on peut se poser. Et tu vois, quand je dis le mot contagieux, ça me fait replonger dans mes années primaires. Je me souviens, il y avait un enfant qui s'était fait un peu emmerder parce qu'il avait, je pense que ça devait être sans doute du psoriasis ou un truc comme ça. Les autres élèves disaient qu'il avait la gale. Tout ce contexte-là, déjà très anxiogène dans une école dans les années 90, tu te dis bon, il y a peut-être un gamin qui a la gale, alors ça se trouve c'est peut-être pas du tout ça. Et le fait qu'il était finalement la cible de raillerie perpétuelle en fait, le temps, alors je sais plus combien de temps ça avait duré, je me rappelle même pas si voilà, l'école avait fait quelque chose de particulier, mais j'avais trouvé ça vraiment, enfin même moi j'étais dans le malaise en fait quand je pensais à cet enfant qui recevait tout le temps ces insultes là et était embêté là-dessus. En fait tu te dis mais c'est mon corps et tu viens juger mon corps. C'est un peu la même question, la même problématique quand il s'agit du poids, d'une situation de handicap ou de toute différence. Dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de la norme, et la norme des magazines et pas la norme mondiale, parce que finalement les magazines ça représente qu'une beauté magnifiée, une beauté standardisée qui représenterait la beauté ultime, mais en fait
on n'est pas éduqué à apprécier tous les types de beauté parce que tout simplement elles ne sont pas représentées dans l'espace public. Donc c'est là où il y a un problème. Alors certes, maintenant il y a des mouvements, il y a des mouvements à la fois body positif, les mouvements de no make-up avec notamment Alicia Keys qui milite vraiment pour que notamment les femmes ne soient plus soumises à ces injonctions. Ça va être aussi l'injonction de l'épilation, de une femme qui n'est pas épilée, c'est pas une femme qui est sale ou qui prend pas soin d'elle ou qui n'est pas féminine. Ça veut, en fait on fait des raccourcis qui finalement ne créent pas du tout de sens. En fait ça crée des non-sens et ça crée des insécurités, ça crée des malaises alors que finalement on a juste envie d'être nous-mêmes et d'avoir une maladie chronique de peau, ça te rend pas moins intéressant, moins beau ou belle ou ceci ou cela. Mais c'est vrai que c'est vraiment via ce regard de l'autre qu'il nous soit adressé ou celui qu'on interprète en fait. Donc c'est très insécurisant et ça demande quand même un gros travail sur soi pour se dire que en fait fuck, on les emmerde les gens. Si les gens trouvent que c'est moche, que c'est sale, etc. finalement c'est pas mon problème, ça ne m'incombe pas, ce n'est pas ma responsabilité. Et c'est réussir à regarder en fait presque l'autre dans les yeux, de se dire mais en fait c'est quoi le problème? Ça te dérange que j'ai des boutons sur le visage? Parce qu'en fait c'est déjà mon visage, c'est pas à toi, donc c'est moi qui vis les boutons, donc en fait toi tu les vis pas, t'as vraiment aucun mot à dire. Je pense que c'est pareil pour toutes les différences physiques. C'est pas toi qui les vis, et si tu te sens agressé par qui je suis, mais en fait c'est toi qui as un problème, c'est toi qui te sens agressé, donc il y a quelque chose en toi qui est provoqué par mon image qui vient créer du malaise. Donc en fait, au lieu de projeter ton malaise sur moi, au lieu de projeter peut-être même tes insécurités, parce que parfois on n'ose même pas regarder un SDF dans la rue, mais sans doute c'est parce qu'on s'imagine dans cette même situation et on se dit mais si moi j'étais à cette place, alors tout ça se passe au niveau inconscient, mais si moi j'étais à cette place, qu'est-ce qui se passerait en fait? C'est un peu cette dynamique fascination, répulsion. Des fois on ne veut pas regarder quelque chose mais on n'arrive pas à ne pas le regarder. Dans ces interactions, dans ce lien à l'autre, la manière dont l'autre est, c'est pas tant ça qui me dérange, mais c'est comment j'interprète ce que l'autre est, comment ça vient se nicher dans ma construction personnelle, mes références, mes valeurs, etc. Donc je pense une fois que tu as compris ça, alors je dirais pas que c'est facile, mais quand tu as compris ça, c'est un petit peu plus facile à prendre du recul et à gérer les choses par toi-même, à rebooster ta confiance en toi et de dire c'est bon, j'affronte, j'y vais, je vis ma vie et j'essaye de vivre ma meilleure vie et c'est pas quelques boutons sur le visage qui va m'empêcher de faire les activités que j'aime, de faire des dates, d'avoir des amis, etc. Les gens qui viendraient à te juger sur ton apparence, en fait c'est des cons, il n'y a pas d'autre mot. Ils vont pas chercher derrière voilà, cette première impression et du coup on peut se dire la relation n'aurait du coup aucun intérêt. Bref. Je pense que j'ai à peu près fait passer le message que je souhaitais passer. J'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre du recul, de réfléchir par rapport à l'impact que des maladies chroniques et notamment dermatologiques peuvent avoir au quotidien. Ça demande effectivement un travail personnel, un petit deuil peut-être de l'état qu'on avait avant. Alors effectivement parfois ce deuil peut être plus ou moins important à faire. C'est aussi qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qui est en mes mains, en mon pouvoir pour dépasser toute cette histoire. Si vous souffrez de dermatite périorale, vous n'êtes pas seul. Je le répète à chaque fois, mais vraiment vous n'êtes pas seul. Alors certes c'est une maladie très peu connue, mais il y en a d'autres comme vous et c'est pour ça que j'en parle parce que déjà ce serait bien que tous les dermatos connaissent cette maladie et arrêtent les conneries avec prescription de cortisone sur le visage sous forme de crème ou les mauvais diagnostics, ce serait déjà un grand pas. J'en parle aussi pour transmettre mon expérience, mes astuces et compagnie. Donc j'espère que ça vous aide. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à me laisser un petit message d'amour parce que j'adore. Ça me permet de continuer à faire des vidéos entre deux consultes patients. Et évidemment, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur le blog et les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bye!